Salam alaikum Zoul, bonsoir. Abdelmajid Tebboune est arrivé. Tagada, Tagada. Et bien qu'il soit comme les autres, un vieux cheval de retour, pour dire les choses, les observateurs politiques semblent un peu dans l'expectative. Une expectative presque bienveillante, comme s'il ne voulait pas se précipiter, comme s'il lui accordait une sorte de délai de grâce. On ne sait pas encore pourquoi il a été choisi, lui et pas un autre, ce que sa nomination représente dans la recomposition des équilibres au sein du système. S'il sera l'homme des sales besognes, comme un certain monsieur, que je ne citerai pas, des sales besognes de l'incontournable dèche qui se présente à l'horizon, du crash économique qui menace, ou s'il aura pour principale mission de nous payer de mots. En tous les cas, c'est vers quoi il semble s'acheminer. Les mots. Les mots qui encensent jusqu'à la nausée, sa fakhamatuhu, le présidentissime, les mots qui font référence à chaque détour de phrase, à ce programme que personne n'a jamais vu de ce même fakhamatuhu, le présidentissime. Mais s'il n'y avait que ça, devant le Sénat, M. Tebboune présente un plan en 5 volets qui nous laisse songeurs. Jugez-en. 1. Le renforcement de l'état de droit. Et comme les mots sont censés signifier ce qu'ils portent, quand on dit renforcement de l'état de droit, cela devrait dire que l'Algérie est déjà un état de droit et qu'il n'est question que de renforcer ce même état de droit. M. Tebboune l'affirme, sans sourciller. L'Algérie est un état de droit qui n'a besoin que d'être un peu renforcé. Et que devons-nous penser de quelqu'un qui ose affirmer une telle outrecuidance? L'Algérie, un état de droit. Deuxième point, deuxième volet, la moralisation de la vie publique. La moralisation de la vie publique en Algérie. En fait, ce que M. Tebboune veut dire est de nettoyer les écuries d'Ogia. Parce que moraliser la vie publique en Algérie est réellement un travail d'Hercule. Puisque, comme tout un chacun le sait, la gabegie, la grande corruption, les passe-droits, l'injustice sociale, l'injustice tout court, le renversement des valeurs sociales, l'abus d'autorité, le pillage du pays par des mafias qui contrôlent l'État, et j'en passe, et des meilleurs, ne sont que des pratiques, ne sont pas des pratiques marginales, mais elles relèvent de la nature même du régime qui a capté indûment le pouvoir. Comment alors, M. Tebboune, moraliser ce qui est de son propre fait et qui relève de sa nature essentielle? Comment? Le troisième volet, la protection des acquis sociaux. Quels acquis sociaux, M. Tebboune? Ceux des travailleurs licenciés par millions et dont on a bradé les usines aux copains et aux fistons? Ceux des gens qui touchent un SMIC qui ne permet même pas à une famille de tenir une semaine? Celles des retraités qui ont été plongés dans la misère, une vraie misère, après une vie de travail? Celles des handicapés qui se comptent par millions et qui ne disposent d'aucun soutien de la société, aucun, ni aucun aménagement,
si ce n'est l'équivalent de 15 € par mois, 4 000 dinars, 15 € par mois. Ou alors les acquis sociaux des 10 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 10 millions au moins. Ou alors les acquis sociaux des millions de jeunes qui ne rêvent que de pouvoir quitter leur pays pour l'autre rive de la Méditerranée, Monsieur Tebboune. Un autre volet, la poursuite des investissements. La poursuite des investissements et le développement humain. Le développement humain. Le soutien à l'économie, l'industrie et à la politique étrangère. 2 points en un. Mais, M. Tebboune, comment faire tout ça? Et avec quoi? Avec quels moyens? Quels moyens financiers, s'il vous plaît? Et d'abord, quels investissements? Ceux qui ont permis aux uns d'engranger des milliards de dollars de pots de vin, ou des autres qui leur ont servi de passerelle pour surfacturer et exfiltrer des milliards de dollars vers leur compte de là-bas? Et quel soutien à l'économie? Quel soutien? Quand le régime a montré toute l'étendue de son incompétence pour le moins, après avoir dépensé 800 milliards de dollars en 20 ans, en vaines dépenses. Que va-t-il pouvoir soutenir sans argent aujourd'hui, lui qui n'a rien pu faire avec l'immense manne pétrolière de ces 20 dernières années? Dites-nous, Monsieur Tebboune, dites-nous. Aujourd'hui. Radio algérienne, le plan Tebboune salué au Sénat. Les sénateurs en appellent au mécanisme de son application par la radio algérienne. Algérie Focus. Gabji Tebboune tire à boulet rouge sur Bouchouareb par Rachid Iken. Liberté. Plan d'action du gouvernement. Tebboune en quête d'une large adhésion par RN. Tebboune, parole et parole. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir ici sur le plateau mon ami Hassan Hiresh. Bonsoir. Docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Bonsoir Hassan, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de l'invitation. Et au téléphone, nous allons avoir Salah Dabbouz, président du Bureau national de la LAD, de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et néanmoins avocat, très impliqué dans les affaires des droits de l'homme, justement, qui va nous parler de cet aspect des acquis sociaux et des droits de l'homme. Et nous aurons aussi Hassan Moussi, qui est avec nous depuis le Canada, au téléphone. Hassan Moussi, qui est un expert financier, qui a l'habitude de fréquenter nos modestes émissions. Et Nabil Ferguenis, lui aussi habitué de ces émissions, chargé de communication à la SNAPAP, syndicat autonome, donc, qui est toujours sur le front, pour ainsi dire. Hassan Hiresh, donc M. Tebboune arrive, un peu comme le Beaujolais nouveau, comme on dit, il débarque, et il donne l'impression, cette curieuse impression, que c'est un novice, qu'il ne connaît pas le sérail, qu'il arrive là plein d'optimisme, débordant d'énergie, faisant des promesses à tout va, alors que tout le monde sait que c'est vraiment, et je m'excuse du terme, il est un peu méchant, un cheval de retour. Il est dans ce régime depuis qu'il était tout jeune. C'est un jeune énarque, il a été wali plusieurs fois, il a été ministre, il a fricoté un peu avec tout le monde, et là il arrive... je ne sais pas, monter sur son blanc destrier, et il nous promet des choses, mais incroyables, vous avez entendu? Oui, tout à fait. À votre avis, naïf, il est en train de nous payer de mots? Bon, je pense que nous sommes dans une configuration habituelle, à savoir que nous avons à faire face à des discours creux, des discours sans lendemain, des promesses non tenues. Et donc, il arrive là, au niveau du discours, il veut être un peu comme le Macron en France. Mais Macron a été véritablement élu. D'abord. Il est jeune, il a de l'énergie,
Et il a les intérêts supérieurs de la France en tête. Alors que là, effectivement, c'est un renouvellement de la classe politique qui a mené l'Algérie, pas seulement au bord du gouffre, mais dans le gouffre. Et on s'enfonce de plus en plus. Donc aujourd'hui, M. Benchenouf, comme vous l'avez souligné, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux alors que les moyens financiers sont beaucoup moins importants? Aujourd'hui, le baril du pétrole est à moins de 50 $. Il se peut même qu'il fléchisse ces jours-ci avec la configuration politique du Moyen-Orient notamment. Et donc, nous avons à faire face effectivement à une reproduction du scénario, à savoir qu'on arrive là comme si on avait les mains toutes blanches. Il y a une recherche d'une virginité politique, une recherche même, tenez-vous bien, M. Benchenouf, d'un consensus. Mais consensus avec qui? Oui, quand j'allais on vous sait, poser la question. Quand on sait qu'on a tout fait pour laminer l'opposition, pour qu'il y ait un consensus, il faut que les gens de pouvoir s'assurent une véritable opposition. Il faut lui donner les moyens d'exister. Il faut qu'elle existe au niveau des médias, il faut qu'elle existe au niveau des congrès, qu'elle existe au niveau institutionnel, qu'elle existe au niveau de la possibilité de faire des manifestations, etc., etc. Or, le pouvoir actuel a tout fait depuis des années et des années pour laminer l'opposition, pour en faire vraiment absolument rien. Et aujourd'hui, on cherche un consensus. Maintenant, mais les mots, comme vous l'avez dit, avec qui? mais les mots ont un sens, peut-être inconsciemment. C'est une espèce de lapsus. C'est-à-dire que c'est un consensus au sein des clans qui se battent et qui ont choisi M. Abdelmajid Tebboune pour faire durer ce système. Parce que comme on ne sait pas comment cela est parti, Oui. et qu'on ne sait pas comment Tebboune est arrivé, et que, Ni pourquoi. voilà, ni comment, ni pourquoi, ni dans quel but, Oui. ni au profit de qui, etc., etc. On peut se poser énormément de questions de ce genre. Donc à partir de là, évidemment, c'est peut-être un consensus au sein des clans du pouvoir D'accord, mais qui se partagent. d'accord, mais les Algériens ont découvert depuis longtemps que, j'allais dire, le disque dur du régime, sa nature profonde, c'est le mensonge. Tout à fait. C'est le mensonge. Et Mais la le mensonge institué en art de vivre. Or, si Tebboune débarque comme ça avec d'aussi grosses couleuvres, il n'aura rien apporté de nouveau. Oui. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, il a déclaré, il a dit, les réserves de change sont de 117 milliards. Il a donné un chiffre assez précis. Oui, il n'a pas dit 115, il n'a pas dit 120. Il a dit 117. Oui. Or, hier, un invité a apporté un démenti. Il a dit non, jamais de la vie. Et avant-hier, pardon. Il a dit elles sont de moins de 100 milliards. Elles ont descendu le niveau de 100. Et hier, M. Tebboune corrige, il dit nos réserves de change sont plus de 100 milliards. En 2 jours, oui. 17 milliards sont passés à la trappe. Vous voyez, 17 milliards de dollars. Oui. Donc, si c'est arrivé avec des mensonges, il ne va rien changer, en fait. Il ne va pas gagner de temps. Oui, de toute façon, que valent les milliards de dollars à partir du moment où nous avons une économie tournée vers l'import-import, comme disait l'autre. Donc, c'est une économie qu'on ne peut pas relancer. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand on parle de la relance. Comment peut-on parler de relance quand il n'y a rien à relancer? On n'a pas d'industrie, ni de petite, ni de moyenne industrie. Et les grands conglomérats que Boumedienne avait fait à grande pompe, évidemment, sont complètement partis en fumée. Ils les ont bradés. Ils les ont complètement bradés. Ils n'étaient déjà pas viables. Ils ne sont pas rentables. Voilà. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui de faire le genre de promesses qu'on fait, sachant qu'il s'agit d'appeler effectivement un consensus véritable, c'est-à-dire en invitant l'opposition, en lui donnant les moyens, en donnant la possibilité
aux gens, aux spécialistes, aux universitaires de donner leur avis, de permettre aux syndicats autonomes, libres, d'avoir pignon sur rue, de pouvoir s'exprimer, d'avoir une autonomie au niveau des entreprises, au niveau des universités, au niveau des régions, au niveau des institutions, etc. Or, aujourd'hui, tout est centralisé, tout est en main d'une petite oligarchie qui décide de tout. D'Alger, on va décider pour Oran, pour Constantine, pour Tamanrasset, Ravdaya, Tizi Ouzou, etc. Ne connaissant ni les besoins, ni les priorités, ni le désastre écologique, économique, culturel, politique, etc. etc. Donc il y a effectivement un non-sens dans ce discours et on voudrait avoir effectivement des précisions pour réellement aller de l'avant, sinon. Et nous allons, avec nos autres invités, examiner point par point ces fameux 5 volets. Le renforcement de l'état de droit. Nous allons commencer par celui-ci. Je vais me permettre de commencer par Salah Dabouz. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Aïd Mabrouk. Hassan Aïd, je vous dis bonsoir. Bonsoir, c'est Hassan. Bonsoir. Salah Dabouz, nous allons commencer par parler de ces 5 volets, point par point. Nous allons commencer par un volet qui vous concerne particulièrement, Maître Dabouz, qui est avocat et président du bureau de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Le renforcement de l'état de droit. Monsieur Tebboune parle de renforcement de l'état de droit. Écoutez, d'abord, il faudrait que le régime en place fait ce qu'il veut depuis longtemps. Malgré nous, c'est un fait, mais de là à nous prendre pour des cons, excusez-moi le terme, ou à nous ridiculiser comme ça, c'est un peu trop. Tout va bien, mais on va renforcer, on va réparer tout. C'est-à-dire le discours de Tebboune, il nous dit tout va bien, on n'a pas de problème, mais on va tout réparer. Alors donc, j'ai un problème dans ma petite cervelle à comprendre cette logique. Ce n'est pas une équipe qui a mené l'Algérie pendant au moins 2 décennies au désastre qui va réparer ça. Einstein disait, c'est pas à ceux qui créent des problèmes, ils ne sont pas habilités à trouver des solutions. Renforcer l'état de droit, c'est quoi? Renforcer quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas d'état de droit. Il n'existe pas. Il m'a été donné de plaider ce mois devant des tribunaux criminels à Mdia et un peu partout, et devant les sections pénales et les chambres pénales. Des affaires où il n'y avait aucun élément de preuve, mais absolument aucun élément de preuve, et les gens ont été condamnés pour couvrir leur période de détention arbitraire. Vous voulez nous rappeler cette fameuse phrase prononcée par le procureur, je crois, M. Kamel Din Fakhar, comme quoi il a été mis en prison pour son propre bien? Alors, le procureur général de Mdia a dit à Kamel Din Fakhar, il lui a dit, Monsieur Kamel Din Fakhar, si on vous a mis en prison, c'est pour vous protéger. Et donc, avec ça, il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Alors si... j'ai posé la question au procureur, je lui ai dit heureusement que vous n'êtes pas appelé à protéger tout le peuple algérien parce que tout le monde serait en prison. Et je me demande si vous ne faites pas, vous ne protégez pas aujourd'hui le président de la République qu'on ne voit plus depuis plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années. Ils le protègent à leur façon puisqu'ils l'emprisonnent, ils l'empêchent d'apparaître, d'être visible. C'est une prison dorée. On ne sait pas. Nous avons un président qu'on ne voit plus et qu'on n'entend plus. Et nous avons un procureur général qui dit qu'ils peuvent mettre des gens en prison pour les protéger. On est en droit de se poser la question, est-ce que le président n'est pas dans une situation de protection telle que était ou est encore Kamel Din Fakhar? Salah Dabouz, vous êtes avocat. Oui. Vous êtes avocat. Vous avez vous-même de gros ennuis. Vous êtes placé sous contrôle judiciaire.
Vous êtes président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme. Vous avez connu de nombreuses histoires de ce type. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon claire, par oui ou non, si l'Algérie est un État de droit? Alors, très clairement, l'Algérie est très loin d'être un État de droit. Elle est tout ce que vous voulez, sauf un État de droit. Alors comment il va renforcer un État de droit, M. Tebboune? Excusez-moi d'être simpliste et de poser des questions simplistes. Comment M. Tebboune arrive Premier ministre de ce pays face au Sénat, face à un Parlement qui a été élu à moins de 15%, il faut le rappeler, qui a été issu de la fraude électorale. Il arrive et il dit, M. Tebboune, nous allons renforcer l'état de droit. Et vous, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, vous nous dites, il n'y a pas d'état de droit. Il y a un problème quelque part. Ben, c'est ce que je vous disais. Je vous dis que tout va bien et on va réparer tout ça. C'est un discours incohérent. Ce que dit le pouvoir, quand il vous dit on va renforcer, tenez, il faut souligner renforcer. Tout le reste, c'est-à-dire c'est des mots qui n'ont pas de sens que nous pouvons comprendre. Ce que veut renforcer Tebboune, c'est la situation actuelle. Un système en faillite, Tebboune nous propose de le renforcer, c'est-à-dire renforcer le régime actuel. Et le régime actuel, il tient parce qu'il y a un abus d'autorité d'un côté, instrumentation de la justice et de la police, et il y a distribution de la rente pour acheter ce qu'ils appellent eux la Restez avec sociale. nous, Salah Dabouz. Je fais un tour de micro. Hassan, vous voulez intervenir? Oui, juste un mot. D'abord, expliquer aux téléspectateurs en 2-3 mots ce que c'est qu'un État de droit. Oui. D'abord, et c'est très important, séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, égalité devant la loi, qu'on soit simple citoyen, qu'on soit général, qu'on soit ministre, etc. Élections propres et honnêtes. Absolument. Que, liberté de la presse. Liberté de la presse. Que la puissance publique soit soumise aux mêmes règles. Que les normes internationales soient absolument respectées. Hors de tout cela, et on peut citer énormément de critères qui permettent de décrire ce que c'est qu'un État de droit, aucun de ces critères n'est respecté en Algérie. Et nous allons demander à nos autres invités. Hassan Moussi, vous êtes avec nous? Hassan oui, Jamal, oui, je suis avec vous. Bonsoir Hassan Moussi, Aïdik Mabrouk. Aïdik Mabrouk, Jamal. Ainsi qu'à tous nos compatriotes du Canada, notre diaspora. Merci, merci beaucoup. Aïdkoum Mabrouk, comme Tama, Hassan Hirash, Maître Debbouz, Nabil, qui va vous appeler là très prochainement, comme vous l'avez dit au début. Et à vous, Jamal, et à tous les téléspectateurs et auditeurs de la sympathique chaîne de Maghrébia. Merci. Je rappelle, quand je dis compatriotes, je parle de tous les pays d'Afrique du Nord ou du Maghreb. Ça veut dire Maroc, merci. Algérie, Tunisie, Libye. Moi, c'est mon compatriote. Oui. Alors, Hassan Moussi. D'abord, un petit tour de micro sur ce sujet. Monsieur Tebboune nous promet de renforcer l'état de droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Renforcer l'état de droit, moi, sincèrement, avec les gens qui aujourd'hui à la tête de nos institutions, je ne vois pas comment renforcer l'état de droit. Ce n'est que des mots, ce n'est que des discours en couleur. Voilà, moi j'ai entendu parler, M. Tebboune aussi de développement humain, de développement d'aide à l'économie. Comment allait-il renforcer le droit en Algérie si les pouvoirs au sein de la justice ne sont pas séparés, Jamal? Le problème est là. Moi, quand on parle de... Maintenant, je ne sais pas, moi, je ne peux pas dissocier les droits et le développement humain. Quand on parle de développement humain, Jamal, je ne sais pas si je peux me permettre de vous parler de l'un de ces éléments qu'il a évoqué, le développement humain. Oui, bien sûr. Allô? Bien sûr, je vous en prie. Oui, parce qu'il a parlé, moi je suis pessimiste quant à des discours, quant à ces longs discours en couleur. Je crois que s'ils pensent que ces gens-là pensent encore qu'ils ont un auditoire à qui s'adresser, ils se trompent, Jamal.
Quand on parle de développement humain, on sous-entend la qualité de vie des gens au sein de la société dans laquelle ils évoluent, à Jamal. Il s'agit donc moi je dirais, de la combinaison de divers facteurs sur le plan social, culturel, éducatif et de la santé aussi. Monsieur Tebboune parle de la poursuite des actions de développement humain, comme si des bases existent déjà et que le chantier avance. Il se trouve que pour qu'une nation, à Jamal, pour qu'une nation puisse se développer économiquement et socialement, il est vital et primordial que le peuple qui la constitue soit sain de corps et d'esprit. Quand bien même le pays en question manque de ressources financières ou ne dispose pas de suffisamment de ressources naturelles, si les hommes et les femmes qui sont la première force de développement et d'équilibre de chaque pays dans le monde sont sécurisés sur le plan du logement, du travail, de la scolarité, de la justice, puisqu'on en parle, sont bien soignés, sont bien nourris, et consulter surtout, et consulter pour être impliqués dans les grandes décisions, je dirais moi, qui conditionnent l'avenir de leur pays, il n'y aura pas de raison pour que les choses ne marcheraient pas normalement. Chez nous, Café Tebboune et ses semblables, Jamal, depuis des décennies sur le plan du développement humain ou des droits et libertés. Aujourd'hui, il y a 22 millions de malades chroniques. Quand on parle de développement humain, il y a 22 millions de malades chroniques en Algérie, dont 9 millions d'hypertendus et environ 4 millions de diabétiques. Est-ce que notre assurance maladie a-t-elle les moyens de couvrir tout ce monde-là, Jamal? 30% de chômage chez les jeunes, plus de 15 000 enfants scolarisés qui aujourd'hui, moins de 15 ans, sont diabétiques par la faute d'une sous-alimentation et la non-pratique du sport, à Jamal. C'est pas des bombards, c'est pas des phrases que je jette. Mais d'où avez-vous eu ces statistiques, Hassan Moussi, dans ce pays où même Tebboune, le Premier ministre, reconnaît que l'Algérie n'a pas de statistiques? Pardon? Reconnaît qu'il n'y a pas de statistiques dans le pays. Il reconnaît, M. Tebboune, qu'il est très difficile d'avoir des statistiques en Algérie. Heureusement, Jamal, heureusement qu'il n'y a pas de statistiques. Heureusement, il reconnaît, heureusement qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de statistiques en Algérie. Mais nous avons des documents, nous avions consulté des gens, des experts, des responsables d'organismes en Algérie, d'organismes qui suivent un petit peu ces domaines-là. Moi, je vous dis, il y a... en fait, quand bien même les quelques statistiques que nous montrait le pouvoir algérien, comme disait mon ancien professeur au Centre africain des hydrocarbures et textiles de Boumerdes, un certain M. Boukramer al-Nourani, qui disait les statistiques, c'est comme une femme en bikini qui vous montre tout mais qui cache l'essentiel. Ça, c'est les statistiques. Les statistiques du pouvoir. Restez avec nous, Hassan Moussi, vous allez nous faire lyncher aujourd'hui. Alors, Hassan, avant de revenir à notre invité, Nabil Ferguenis, nous n'avons pas encore pu le joindre. Nous essayons toujours. Hassan Moussi me fait penser à quelque chose quand il a parlé d'auditoire de M. Tebboune. En fait, à qui il s'adresse, sachant que de tels bobards, pour appeler les choses par leur nom, ne peuvent pas passer ici les Algériens, puisqu'ils y vivent. Les Algériens ne peuvent pas croire qu'il y ait un état de droit, par exemple, puisqu'ils savent, ils sont dedans. Donc, à qui s'est adressé ce message ? Je pense que c'est un des problèmes fondamentaux de l'Algérie indépendante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons un clan au pouvoir qui s'écoute entre eux et qui ne peuvent pas donc évoluer, parce que de toute façon, toute voix discordante est considérée comme étant une main étrangère, comme étant antinationale, comme étant perturbatrice, comme étant contre les intérêts du pays, etc., etc. Donc effectivement, tout discours est dirigé, comme on le disait tout à fait au départ, à anesthésier un certain nombre de gens qui encore écoutent ce pouvoir-là. Ils sont très très peu. Oui. Ceux qui sont en tout cas dans le sérail. Ça ne sert à rien. À l'étranger, ils ne croient pas non plus. Personne n'y croit. Donc c'est un discours en fait juste de circonstance. C'est de l'apparat, c'est de la cérémonie. Face à un Sénat qui n'est pas élu, un Parlement qui n'est pas élu, dont ils savent qu'il n'est pas élu puisque c'est eux qui ont organisé la fraude,
une population qui est complètement débranchée. Complètement. C'est l'Algérie du cérémonial. On fait ça comme si le lendemain, on faisait saluer le drapeau à des petits écoliers, etc. C'est-à-dire, c'est une répétition d'un certain nombre de rituels institutionnels. Et puis là, donc, il se met, comme ses prédécesseurs, à tenir un discours qui, si on regardait vraiment ce qui a été précédemment par les autres premiers ministres, on verrait que 90%, c'est à peu près les mêmes phrases tournées dans des sens un peu différents, mais qu'effectivement, il n'y a aucune portée politique, sinon que se rassurer soi-même et se dire que finalement, on est important, qu'on est capable d'avoir un discours. Donc, on a bien choisi le titre de l'émission d'aujourd'hui, Paroles et paroles. Tout à fait. Absolument. Salah Dabouz. Salah Dabouz. Salah Dabouz, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, notre point, Monsieur Tebboune, alors tenez-vous bien, attachez votre ceinture, je vous le conseille vivement, parce que c'est vraiment très gros, hein, franchement, personnellement, moi ça m'a écorché. Alors, Monsieur Tebboune parle de la moralisation de la vie publique. L'hôpital qui se moque de la charité, c'est rien du tout à côté. C'est le régime algérien qui parle de moralisation. C'est quand même un peu fort de café, il faut le dire, non? On a l'habitude maintenant, depuis plusieurs années, d'entendre des discours creux, comme a dit Hassan. Et maintenant, vous savez, quand vous avez un responsable, Premier ministre, qui était membre du gouvernement qui nous a conduits vers le désastre et qui vient nous dire tout va bien, mais on va tout réparer et on va moraliser. Moraliser quoi? Il me semble que le nom de M. Tebboune était évoqué dans l'affaire Khalifa. Alors, moraliser quoi, s'il vous plaît? Mais par quels moyens et avec qui et comment? Ce n'est plus, on ne trouve plus les mots pour discuter de telles situations. Vous avez un régime politique qui a une constitution qui contient de très belles phrases, mais qui ne contient aucun mécanisme qui peut permettre à un citoyen d'évoquer un droit ou de protéger un droit. Il n'y a aucun mécanisme. Et vous avez des gens qui s'ils vous montrent le mal, ils sont punis. Rappelez-vous de Ould Dadda, Youssouf Ould Dadda, qui a, ça c'est le meilleur exemple, qui a publié une vidéo montrant 3 policiers voler un magasin, c'est lui qui a été sanctionné. Et pendant son procès, la police avait fait une enquête. Et elle a prouvé quand vous dites sanctionné, je crois que vous devriez préciser, condamné à de la prison ferme. Oui, pour avoir divulgué une vidéo où oui. des policiers étaient filmés en train de voler un magasin. Ça veut dire vidéo à l'appui, où on voyait leur visage, leur tenue, et c'est lui qu'on envoie en prison. Merci. Alors, voilà, exactement. Il a fait 2 ans de prison ferme. Et tenez-vous bien, il y a eu 3 rapports d'expertise de la police pour dire que les vidéos sont authentiques. Voilà où se trouve la caméra, voilà sur quelle rue, etc. Comme quoi, pour prouver que le citoyen, il ose dénoncer. Voilà. Et donc, on le condamne au moins s'il y avait une expertise de la police qui disait cette vidéo, c'est une vidéo où ils ont fait semblant, donc on va le sanctionner pour ça. Mais Salah Dabouz, je m'excuse de vous interrompre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, 2 mois je crois, juste avant les élections législatives, le numéro 1 du FLN, M. Ould Abbas, secrétaire général du FLN, son fils a été pris la main dans le sac avec de l'argent, des milliards de gens qui achetaient les têtes de liste pour être élus, ceux qui siègent aujourd'hui au FLN, qui sont passés à la caisse. Et on a même perquisitionné dans le domicile même de Ould Abbas. On est allé au Club des Pins. Au Club des Pins, la forteresse du régime. Pour vous dire qu'ils se règlent les comptes les uns des autres. Alors ils sont allés dans la maison même, la résidence de Ould Abbas, pas de son fils, de Ould Abbas. Ils ont trouvé des sacs d'argent, des listes électorales de gens qui ont payé
et c'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Mais attendez ça. Non, mais attendez. Et aujourd'hui, ils viennent nous parler de moralisation de la vie publique. Attendez, mais qui vous a dit qu'il ne s'est rien passé avec Ould Abbas? Non, il s'est passé des choses. Alors dites-nous. Les gens, il semblerait que les gens qui ont osé perquisitionner ont été sanctionnés. D'accord. C'est encore. Voilà. Ça veut dire que ça va vraiment dans le sens de la moralisation. D'accord. Voilà la moralisation du régime, c'est quoi? Si tu pars, tu payes. Moi, je suis poursuivi en justice parce que j'ai dénoncé des abus, des gens qui sont en prison, qui ne peuvent pas parler, qui ne reçoivent pas de soins ou là, qui sont agressés sexuellement. Si vous dénoncez ça, vous êtes accusé. Et c'est le Wali qui regardez dans quelle situation se trouve le pays. C'est le Wali de Radaya qui le déclare et qui dit j'ai donné ordre à la justice. Et la justice a obéi aux ordres du Wali. Oui, qu'est-ce que vous allez réparer dans nous l'avons ce passé dans cette même émission où il reconnaît avoir donné l'ordre à la justice d'inquiéter un justiciable. Alors si je vous donne des exemples concrets, c'est pas pour parler de moi ou pour parler de quelqu'un que j'ai défendu, c'est pour ramener des exemples concrets. Oui. On ne peut pas parler dans le vent. Alors maintenant, allez-y, déposez une plainte contre le Wali. Ça ne marche pas. J'ai déposé une plainte contre le Wali de Radaya à la Cour suprême. On m'a répondu, on m'a dit, non, on n'accepte pas cette plainte parce que la procédure n'est pas respectée à la virgule. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour respecter cette procédure à la virgule. On a déposé une plainte contre le procureur général de Radaya pour abus d'autorité. Ça ne marche pas. Tebboune va renforcer l'état de droit en supprimant les virgules. Restez avec nous, Salah Dabbous. Restez avec nous. Nabil Ferguenis, merci d'être avec nous. Nabil Ferguenis. Oui, bonsoir, Bechnouf. Bonsoir, chargé de communication à la SNAPAP. Alors, monsieur Tebboune parle de la protection des acquis sociaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, surtout concernant les syndicats autonomes? Est-ce qu'ils sont consultés? Est-ce que le droit de grève est respecté? Est-ce que les gens qui sont licenciés le sont dans le cadre de la loi? Est-ce qu'ils ont leurs droits? Est-ce que les retraités perçoivent des indemnités dignes? Est-ce que le SMIC permet de vivre? Et je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Oui, bonsoir Jamal, bonsoir à tous les auditeurs de chaîne Mahalia. Merci de nous avoir appelés. Merci. Alors, en même temps, ça aide comme. Concernant le discours de Tebboune devant les députés à l'APN, alors nous, en tant que SNAPAP affilié à la SIGATA, on ne se reconnaît pas dans ce discours de Premier ministre. Pourquoi? Parce que ce ministre n'a pas parlé de doléances des syndicalistes et par exemple, il n'a pas parlé de système de retraite qu'on est en train de défendre et on fait toujours des rassemblements, des sittings, des grèves et des marches pour cela. Il n'a pas parlé sur le code de travail. Il n'a pas parlé sur les retraités. Il n'a pas parlé sur le pouvoir d'achat. Il n'a pas parlé sur les menaces sur les syndicalistes et tout ça. Alors tout ça, on ne se reconnaît pas dans ce discours. C'est que des poudres aux yeux. Alors pour tout cela, ça donne nous, en tant que SNAPAP, on va continuer toujours la lutte. On va toujours essayer de faire mobiliser les travailleurs, surtout pour septembre prochain, qui se sera un peu très chaud. Pourquoi? Parce que maintenant le dinar, il est en train il y a une dévalorisation de dinar. L'Algérien aujourd'hui n'arrive même pas à subvenir ses besoins. Est-ce qu'on peut vivre franchement avec 18 000 dinars, Jamal? Est-ce qu'on peut vivre avec cela? C'est ça le problème. 18 000 dinars, c'est le SMIC, hein? Oui, c'est le SMIC. Ça veut dire que c'est l'équivalent de combien en euros, s'il vous plaît? Plus le SMIC. L'équivalent de 100 euros. Je précise juste pour ceux qui vivent en France, qui ne connaissent pas l'Algérie, que le SMIC en Algérie est l'équivalent de 100 euros par mois. Oui, pour des produits qui sont à peu près le prix des produits sur le marché, c'est à peu près la même chose et parfois c'est plus cher en Algérie. Je vous en prie. Oui.
Parce qu'on peut vivre avec son euro actuellement. Avec maintenant le marché noir, là, l'euro, il est à presque 19 000 dinars. Ça veut dire à son euro égale 19 000. C'est aberrant tout ça. Ça veut dire même eux, ils n'ont pas une volonté d'organiser le marché et tout ça. Ça veut dire c'est ça le problème aujourd'hui en Algérie. Alors eux, pour le moment, ils essayent uniquement de gagner du temps. On voit des pays développés, tout ça, qui essayent de faire leurs prévisions, leurs programmes pour 50 ans, 100 ans, comme ça à l'avance. Mais nous, on essaie uniquement de faire un programme, c'est juste aux élections 2019, préparer quelqu'un ou maintenir toujours le même président. C'est très grave pour nous. C'est-à-dire un gouvernement qui a une vision uniquement pour une année. C'est uniquement de gagner. Mais Nabil Ferguenis, les élections sont dans 22 mois, les élections présidentielles. Mais sinon, vous, les travailleurs, le Front social, avant l'été, il était vraiment en ébullition. Et puis, l'été est arrivé, ça s'est un peu calmé. Vous pensez que ça va se calmer jusqu'à la rentrée? Non, jamais. Nous, c'est pas se calmer au niveau du SNAPAP, au niveau de la Sigata, c'est pas calmé parce qu'on vient de revenir de l'intérieur de Genève. On a tenu un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie. On a fait une halte devant l'ambassade d'Algérie à Genève. Pourquoi? Parce qu'il y a des entraves contre les syndicalistes, contre le SNAPAP, contre le SNATEG de Sonalgaz. Alors nous, on n'a pas vraiment... on n'est pas en vacances. Alors on est en train de lutter toujours parce qu'il y a 24 pays. Parmi les 24 pays, il n'y a que l'Algérie qui a fait... c'est très grave. Parmi les 24, il y a l'Algérie, parmi les 24 pays qui font des entraves pour les syndicalistes. Ils n'arrivent pas à reconnaître quelques syndicats qui sont enregistrés devant le ministère du Travail, mais le gouvernement algérien ne travaille pas avec ces syndicats. Oui, mais Nabil Ferguenis, le JTA est reconnu, le plus grand syndicat du pays. Il a pignon sur rue, il habite au Club des Pins. La plupart des responsables UGTA sont des milliardaires, très bien considérés, avec chauffeur, avec secrétaire. Pourquoi vous dites ça des syndicats? Oui, ça, c'est des syndicats jaunes. On les appelle des syndicats jaunes. Ça veut dire le pouvoir, il a besoin de ces syndicats pour les faire travailler à côté du gouvernement. Même le JTA, il était présent à Genève, mais pour défendre le programme du gouvernement. Le JTA, actuellement, il est en défaillance. Il n'a pas d'adhérents. Il ne reste que dans le secteur, quelques adhérents dans le secteur économique parce que d'autres syndicats autonomes n'ont pas accès dans les services économiques dans certains secteurs. C'est pour cela que le JTA se maintient un peu dans le Sonatrach, parce qu'il y a de l'argent. Aussi, pourquoi il fait des menaces sur le Sonatec, Sonalgaz? Parce que c'est un syndicat revendicatif, parce que c'est un secteur très très sensible. Alors le gouvernement algérien a peur de ce syndicat, parce que demain, aujourd'hui c'est la Sonalgaz, demain ça sera la Sonatrach. Et quand ça sera la Sonatrach, ce pouvoir va disparaître facilement. Pourquoi? Parce qu'il maintient, il y a ce relais dans le Sonatrach et dans certains secteurs économiques. Merci Nabil. Le JTA ne représente pas les travailleurs aujourd'hui en Algérie. C'est une catastrophe pour nous aujourd'hui. Un gouvernement qui travaille uniquement avec un seul syndicat. C'est très grave. Aujourd'hui, on a des syndicalistes menacés. On a des syndicalistes licenciés. On a deux syndicalistes actuellement licenciés à cause de leurs activités syndicales. On a aussi le même programme. Pourquoi le Wali de Tizi Ouzou a réintégré les syndicalistes de la Sonalgaz au niveau de Tizi Ouzou et au niveau de Béjaïa, ils sont toujours menacés. C'est ça le programme. C'est ça le problème aujourd'hui en Algérie. Est-ce qu'on a deux républiques dans ce pays? Alors, merci Nabil Ferguenis. Nous aurons l'occasion de vous inviter de nouveau pour nous parler de ces problèmes. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. C'est vraiment clignotant partout. Hein. C'est incroyable. Et M. Tebboune, pour revenir à lui, arrive comme ça, gentiment. Et moi, je n'arrive pas à digérer ce qu'il a dit. C'est incroyable. Renforcer l'état de droit, moralisation de la vie publique, protection des acquis sociaux, poursuite des investissements. Et justement, si nous parlions un peu de cet aspect, et nous allons avoir aussi Hassan Moussi, si nous parlions un peu de ces aspects financiers, ces gens qui n'ont rien pu faire quand ils avaient vraiment la grosse manne à leur disposition. Ils ont dépensé 800 milliards de dollars. Oui. Ils n'ont rien fait que d'enfoncer le pays encore pire.
Ça veut dire à part quelques infrastructures très mal réalisées. Et aujourd'hui, il parle de soutien à l'économie, de relance de l'investissement. Avec quoi? Non seulement avec quoi, parce que de toute façon, ils insinuent qu'ils vont faire appel au FMI. Et donc, mais même le FMI ne va pas leur prêter des masses. Avec possibilité en tout cas d'emprunt, oui, soit au niveau des pays arabes, soit au niveau du FMI, ce qui veut dire endettement, ce qui veut dire que l'avenir des petits Algériens sera hypothéqué, que le pays sera complètement fragile, encore plus fragile. Et je constate qu'au niveau justement des investissements, que tous les classements au niveau international, par exemple au niveau de l'indice du développement humain, au niveau de l'indice des investissements étrangers, au niveau tout simplement de l'évaluation de la liberté de la presse, au niveau de l'éducation. Dans tous ces classements, l'Algérie se retrouve parmi les derniers. Oui. Le seul indice sur lequel elle est parmi les 20 premiers, c'est au niveau de l'investissement dans l'armement. Il y a des indications de quelques semaines où il place l'Algérie comme étant la 17e armée dans le monde et avec 13 milliards de dollars d'investissement dans l'armement en 2016, ce qui fait que la priorité, effectivement, c'est dans l'investissement des forces de répression, dans l'investissement des forces militaires. Quand on sait, par exemple, que l'Algérie dispose de plus de 500 avions, entre les avions de chasse, les avions de bombardement au sol, etc., de reconnaissance, d'entraînement, plus de 500 avions. Et l'Algérie ne possède même pas un Canadair, un bombardier d'eau pour éteindre les incendies, parce que aujourd'hui, la forêt algérienne représente à peu près 1,7% de l'ensemble de la surface de l'Algérie, ce qui est absolument ridicule. Et ce 1,7% de la surface verte en Algérie perd chaque année, en été, des centaines et des centaines, parfois des milliers d'hectares qui partent en fumée, sans aucune protection. Comment un pays qui possède 250 hélicoptères militaires, 500 avions militaires, qui ne peut pas avoir 3 ou 4 bombardiers d'eau, dans la mesure où on sait que les incendies se passent à proximité de la mer et à proximité des barrages d'eau où des hélicoptères ou des Canadair peuvent s'alimenter et éteindre immédiatement. Vous voulez que je vous donne une réponse? Oui. C'est parce que les achats d'armement et d'équipements militaires rapportent de très grosses commissions. Je présume que les Canadair, ça ne rapporte pas beaucoup. Nous allons poser la question à Hassan Moussi. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Hassan Moussi. Oui, Jamal. Alors, cette histoire de soutien à l'économie, l'industrie, la relance, avec rien, alors qu'ils n'ont rien fait quand ils avaient des masses. Effectivement, Jamal, moi je rejoins un petit peu les interventions de mes collègues. Bien que la ressource vitale est primordiale de tout pays à Jamal pour se construire et se développer, et sa jeunesse, sa ressource humaine. Mais les grands capitalistes de tous les temps n'ont jamais cessé de dire que l'argent est le nerf de la guerre. Pour ce qui nous concerne, d'ailleurs, nos ressources humaines, nous en avons, mais sont endoctrinés, je dirais même formatés par le pouvoir via ses programmes scolaires, son école et son université. Et l'argent qui coulait à flanc, je dirais moi, durant des décennies, a été totalement gaspillé par ces mêmes tenants du pouvoir qui nous ont menés au fond, comme l'a dit si bien notre ami Hassan Hiresh, qui nous ont menés au fond du gouffre et ils ont même fermé la trappe sur nous. De quelle économie Jamal va-t-il soutenir M. Tebboune et avec quels moyens le fera-t-il? Vous savez que, vous l'avez dit tout à l'heure, entre 2000 et 2014, nos recettes en devises étaient de pas moins de 800 milliards de dollars, dont 12 milliards de dollars seulement hors hydrocarbures. Où sont donc passés tous ces milliards qu'avions-nous fait, qu'avions-nous réalisé de consistant
de consistance, je dis bien, sur lequel nous pouvons nous appuyer aujourd'hui au moment où le pétrole ne dépassait plus la barre des 48 $. De quelle économie nous parle M. Tebboune, comme vous le dites bien, celle de la corruption à Djamel, celle de l'informel qui représente pas moins de 55% du total du commerce algérien aujourd'hui. S'il y a réellement économie, pourquoi tous ces déficits d'aujourd'hui, le chômage qui bat son plein, à 30% de jeunes ne travaillent pas aujourd'hui, 22 millions je dirais, comme j'avais dit tout à l'heure, de malades, un déficit énorme en termes d'hôpitaux, un déficit en termes de logement. Nous avons besoin aujourd'hui, rapidement, c'est vital et primordial, d'un minimum d'1 million d'unités de logement, rapidement. Et avec quoi va-t-il soutenir son économie, M. Tebboune? Si économie il y a, il n'a pas pu le faire comme vous le disiez tout à l'heure, il n'a pas pu le faire quand le pétrole se vendait à 120 $, au moment où nos caisses étaient full, au moment où le baril se vendait à 120 $. Il va le faire aujourd'hui à Djamel avec une perte de plus de 60% de nos capacités financières. Merci. Merci Hassan. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais donner une minute à chacun, Salah Debbouz et Hassan Hairiche. Salah Debbouz, une minute pour conclure, s'il vous plaît. Alors, pour conclure, je vous dirais tout simplement, le gouvernement n'ose même pas parler de programme parce que le mot programme est réservé pour le président de la République. Il parle de plan d'action. Donc, déjà, il y a une confusion. On ne change pas l'essentiel, mais on change quelques détails. Ensuite, vous êtes dans un système qui ne fonctionne pas. Les mots ne peuvent pas le faire fonctionner. C'est une vraie volonté populaire d'un vrai changement avec courage pour changer tout ça en un système qui plairait aux Algériens, qui pourrait les intéresser et s'y reconnaître. Tout le monde doit se reconnaître dans un système politique. C'est seulement avec ça qu'on peut changer la situation actuelle. Voilà. Merci Salah Debbouz. Hassan. Je voudrais dire au maître Salah Debbouz de transmettre mes amitiés à Kamaldine Fakhar et lui dire que nous pensons ici à Al-Maghrabiya tout le temps à lui et que nous défendons évidemment sa position. Et celle de tous les opprimés. Et de tous les opprimés, évidemment. Mon dernier mot, M. Benchenouf, c'est clair. Si on veut vraiment sortir l'Algérie du marasme où elle s'enfonce depuis 1962, il faut d'abord qu'il y ait une alternance au pouvoir. Il faut qu'il y ait dissolution du FLN et de l'UGTA. Il faut arrêter avec les conflits d'intérêts. Il faut absolument qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Il faut une réalité parlementaire, véritablement. La réalité, ça veut dire une vraie représentation. Une vraie représentation populaire, effectivement. Il faut décentraliser le pays. On peut l'appeler comme on veut. Autonomie, décentralisation, régionalisation, etc. Il faut donner la possibilité aux citoyens algériens de créer une démocratie de proximité et d'être acteurs sur le terrain. Et il faut qu'il y ait exemplarité au niveau des élus. Il faut une rémunération claire, transparente de tous les institutionnels. Ça va du maire au chef de daïra, au ministre, au wali, etc., etc. Il faut qu'on sache quels sont les biens acquis et mal acquis, aussi bien à l'intérieur du pays et surtout à l'extérieur du pays. Sans ces éléments, il y en a plein d'autres, il est illusoire de parler de plan d'action, de redressement, de l'avenir du pays, etc. Et encore moins d'état de droit. Et encore moins d'état de droit. Et je vous remercie Hassan Hairiche, comme je remercie Salah Debbouz, Hassan Moussi, Nabil Fergani, c'est vous, mes chers amis qui avez suivi cette émission. Qala khair, slama.